Harvey Weinstein, celui qui fait et défait les carrières à Hollywood, serait en fait un prédateur sexuel. Des dizaines de témoignages accablants, et chaque jour la liste s'allonge un peu plus. Asia Argento, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Judith Godrèche, des actrices, mais aussi des mannequins ou des assistantes, toutes disent avoir subi les assauts sexuels du plus puissant producteur hollywoodien. Harvey Weinstein commence à me passer des coups de fil après la fête pour me dire de le rejoindre, de venir à son hôtel. Les coups de fil se font insistants. Des avances insistantes, du harcèlement, des agressions et même des viols. Harvey Weinstein aurait sévi pendant plus de 30 ans, abusant de son pouvoir et de son argent pour imposer l'omerta. Grâce à Dieu, on en parle enfin. Ce n'est pas qu'à Hollywood, c'est très très commun. D'ailleurs, partout, la parole se libère. Sur les réseaux sociaux, les hashtags MeToo, moi aussi en français, et Balance ton porc deviennent le réceptacle de témoignages de milliers de femmes victimes de harcèlement. Comment expliquer cette déferlante? Les hommes sont-ils vraiment tous des porcs et les femmes toutes des victimes? Infrarouge ouvre le débat. Monsieur, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Après Hollywood, l'onde de choc est mondiale. L'affaire Weinstein résonne pour beaucoup de femmes. Des femmes qui se racontent depuis des jours sur les réseaux sociaux. Des femmes qui disent ce qu'elles ont subi, ce qu'elles ont enduré sans jamais oser rien dire. Mais ce déballage public est-il salutaire? Est-il nécessaire? Et puis va-t-il marquer un temps d'arrêt dans la domination masculine? C'est le débat que nous proposons ce soir avec vous sur les réseaux sociaux et avec nos invités que je vous présente tout de suite. Avec nous ce soir, Témélis Diamantis, psychanalyste. Il craint que cette affaire ne creuse un peu plus le fossé entre hommes et femmes. Yvette Terola, comédienne, chanteuse, elle nous dira qu'elle n'a pas eu certains rôles pour avoir refusé de se déshabiller. Anne Reiser, avocate, elle défend souvent les hommes dans des affaires de divorce. Ce soir, elle prendra également leur défense. Laurella Bertani, avocate elle aussi, elle défend souvent les femmes victimes. Elle nous dira la difficulté de raconter le harcèlement. Marc Bonan, on le connaît pour deux choses, son amour du subjonctif et son désamour des féministes. Tout le contraire de Colline de Senarclan, essayiste et chroniqueuse qui a fait du féminisme son combat. Merci à vous tous d'être avec nous. Et ce débat, je commence tout de suite avec vous, Colline de Senarclan, parce que vous faites partie de ces femmes qui se sont racontées sur les réseaux sociaux, qui ont témoigné, dans le fond, pourquoi cette nécessité de se raconter, de dire ces harcèlements, pourquoi tout ce déballage public, dans le fond? Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'un déballage public. Je pense que le terme déballage public est un peu négatif en ce qui concerne le cas de MeToo. C'est une manière aussi MeToo, moi aussi. MeToo, moi aussi, j'ai été victime. J'ai vécu du harcèlement sexuel. Et c'est une manière de se mettre aussi ensemble, de dire à toutes les femmes qui ont subi la même chose. Enfin, ces jours, on a vu toutes nos copines sur les réseaux sociaux systématiquement écrire MeToo, MeToo, MeToo. On sait désormais qu'on est un groupe, qu'on est une majorité, que en fait, quasiment toutes les femmes, finalement, ont un MeToo à mettre sur les réseaux sociaux, ce qui est effectivement extrêmement triste. Donc c'est très chargé émotionnellement aussi. Donc il ne s'agit pas d'un déballage qui manquerait de pudeur. Au contraire, je pense que là, il s'agit de se mettre ensemble et puis de montrer à la face du monde que la chose devient indéniable. Marc Bonan, qu'est-ce que vous répondez à Colline de Senarclan? Qu'elle a certainement raison sur toute chose. C'est sur la parole que l'on libère. Je comprends bien que ce soit une tentation pour beaucoup. Mais je ne suis pas certain que la parole libérée libère celui qui la formule. Aujourd'hui, tout le monde parle. Alors, les réseaux sociaux sont peut-être un instrument de cette parole. C'est une parole libérée, mais à mon sens, qui crée une autre aliénation. Au lieu d'être dans ce tête-à-tête avec soi-même, ou avec son psy, ou avec son confesseur, ou avec un ami, on est désormais dans un tête-à-tête avec la multitude, avec le nombre. C'est-à-dire, on se donne à voir, on exhibe ses douleurs. Alors moi, je ne sais pas, n'ayant pas eu à souffrir de tout cela, je ne sais pas si d'exhiber sa douleur a un effet d'apaisement, un effet cathartique, ou si au contraire, d'une manière ou d'une autre, ça la ravive. Je pense que là-dessus, ça dépend beaucoup des femmes. Il y a certaines femmes qui ont besoin de passer par cette catharsis pour pouvoir
passer du statut de victime à celui de survivante. Et il y en a d'autres pour qui ce n'est pas le cas. Je pense que les deux démarches sont absolument respectables. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas mis MeToo sur les réseaux sociaux. Ça ne veut pas forcément dire qu'elles n'ont pas vécu de violence non plus. Maintenant, l'utilité que ça a, c'est que ça montre que la chose n'est pas privée, mais politique, qu'elle n'est pas individuelle. On n'en parle pas que à son psy ou à son confesseur, mais on en parle entre nous parce qu'il s'agit d'un débat public qui doit émerger sur la scène publique. Et puis, surtout, n'oublions pas que la plupart de ces comportements sont des comportements qui sont punis par la loi. Ce ne sont pas des comportements autorisés. Alors, on a un code pénal, on a une loi sur l'égalité qui interdit un certain type d'actes. Pour moi, le terme de déballage est effectivement un terme négatif, malheureusement, parce que c'est effectivement une libération de la parole, mais ça va au-delà de ça. En 93, déjà, on a mené une enquête. Le Bureau de l'égalité fédéral avait mené une enquête. 72% des femmes avaient subi une fois dans leur vie un acte de harcèlement sexuel. Ça veut dire que 2 femmes sur 3 en Suisse ont une fois dans leur vie été soumises à un acte de harcèlement sexuel. C'est pas rien, c'est pas peu. Simplement, à l'époque, on n'avait pas les réseaux sociaux, ça restait dans quelques cercles. Aujourd'hui, l'avantage de ces réseaux sociaux, qui ont d'autres désavantages, mais cet avantage-là, c'est qu'effectivement, on peut enfin faire un vrai débat collectif et enfin dire que ce comportement fait souffrir les femmes, mais déshonore les hommes. Parce que sur ces 72 femmes, il y en avait quand même certaines qui n'ont pas subi de harcèlement. Et je trouve déshonorant pour un homme qui n'est pas un harceleur d'être finalement associé. Et l'homme qui n'est pas harceleur devrait soutenir la souffrance des femmes qui ont été harcelées. Et quelle forme doit prendre ce soutien ? Une forme collective, une forme de prévention, une forme de bonne pratique dans les entreprises, une forme de dire, voilà, au même titre que le racisme, au même titre que l'antisémitisme, au même titre que l'homophobie, il y a des choses que notre société ne peut pas accepter. On demande simplement du respect. Ça ne me semble pas énorme de dire qu'on veut du respect. Mais ce n'est pas énorme, c'est tout à fait légitime. Et tous les combats qui tendent à ce que la femme serait-elle peu respectée le seul avantage, à mon sens, c'est moins un problème de respect que de reconnaissance de sa liberté. Je pense que la dignité de la femme est dans sa liberté, comme dans chacun d'entre nous. Et que tous ces débats sur le harcèlement sexuel, et qui ont certainement leur intérêt, c'est des débats autour de l'homme qui ne comprend pas lorsque vous dites non. Nous manquons de lucidité, peut-être, mais aussi parfois vos refus manquent d'être explicites. Alors ce que je dis, c'est que nous sommes certainement d'accord ici pour dire que la femme doit être respectée, c'est une évidence. Et que son intimité, sa sexualité, enfin ce qui appartient à son corps, doit être, à mon sens, vénérée, mais admettons, elle doit être que respectée. Ensuite, viennent des malentendus, et qui tiennent au fait que nous sommes probablement originellement plus des prédateurs que des cueilleurs, et que cela se poursuit. Alors peut-être il faut faire notre éducation. Oui, il faut probablement faire l'éducation. Il est clair que notre société a un problème avec la notion de consentement. Ce que vous dites flou dans la réponse des femmes, qui ne dit mot consent, n'est pas du tout suffisant aujourd'hui pour parler de violences sexuelles, pour parler de harcèlement, etc. Les notions de consentement sont bafouées dans le cinéma, dans la littérature, dans la majorité des discours. Et je pense que c'est assez... on a une idée du violeur qui est celui qui prend une femme de force dans une ruelle sombre. Il y a bien d'autres violeurs qui sont bien moins vendables que ceux-là et qui n'ont juste simplement pas respecté le consentement d'une femme qui n'était peut-être pas, d'après vous, suffisamment explicite. C'est pour ça qu'on parle de consentement affirmatif et que voilà, il faut qu'on remette ces questions de consentement. J'aimerais donner, si vous me permettez, donner la parole aussi à Anne Reiser qui est avec nous. Vous êtes aussi avocate, Anne Reiser, spécialiste du droit de la famille, je le disais. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces déclarations de toutes ces femmes qui se disent harcelées, molestées? Je dois avoir été touchée par la grâce, mais ça ne m'est jamais arrivé. Je ne voudrais pas que ça me disqualifie dans ce débat. Mais moi, là où je ne me reconnais pas, non. Moi, j'ai une très haute idée de la femme, mais comme je crois, en tout cas, beaucoup de personnes autour de cette table. Les femmes, notamment. Ben, justement, je ne sais pas si c'est votre cas. La place mais au plus haut. Je ne sais pas. Moi, en ce qui me concerne, j'ai une telle idée de la femme et de la dignité de la femme que je suis personnellement gênée qu'elle revendique ou qu'on puisse lui prêter, parce que c'est peut-être comme ça que ça peut être entendu,
le fait de revendiquer un statut de victime, femme égale victime. Les témoignages qu'on lit sont épouvantables. C'est juste épouvantable. Là où c'est un tout petit peu simple, il me semble, dans le discours, c'est qu'on sexise le discours alors qu'il y a juste abus de pouvoir. Il y a abus de pouvoir au tout départ et il se trouve que dans notre société, souvent, les gens qui ont du pouvoir sont des hommes. Mais justement... Maintenant, juste pour que je termine, c'est que je trouve... Je n'ai rien à dire. Simplement, le problème, c'est que il me semble que cette déferlante de messages sur les réseaux sociaux est contre-productive pour moi, vraiment. Parce que ça me fait penser, vous savez, à Mère Teresa, à qui on demandait de défiler contre la guerre. Elle a dit « contre la guerre, jamais, mais pour la paix, toujours ». Et j'ai la sensation, finalement, que ça augmente la violence qui existe dans les rapports humains. Et puis, en plus, mais évidemment, moi, je ne peux pas oublier que je suis avocat, hein, c'est que ça a pour conséquence que ça cloue au pilori des gens qui n'ont juste pas le droit à la parole parce que le statut de victime, c'est un statut tout-puissant dans notre société où les héros et les autres sont voilà, un petit peu dévalués. Et je trouve dommage parce que ces femmes-là méritent mieux. C'est ça. C'est ça qui me gêne, en fait. Ce n'est pas une question de mériter ou de ne pas mériter. Je crois que là, sur ce statut de victime. On dévie complètement le débat. On entend, ces femmes ne sont beaucoup pas ça, génétiquement... Hein. Peut-être que j'aimerais juste dire quand même quelque chose d'important. C'est vrai qu'on a entendu, on a parlé en préparant cette émission à beaucoup de femmes qui avaient le point de vue d'Anne Reiser, mais ces femmes n'ont pas osé venir autour de cette table parce qu'elles ont dit « j'ai peur de me faire démolir par des féministes. Nous, on ne se sent pas comme ça, on ne se sent pas victime ». Est-ce que vous dites à toutes ces femmes si je... ouais, pardon. Non, vas-y. Juste 5 minutes. Une femme ne se fait pas violer. Une femme est violée. Mais si on écarte, disons, le problème important si une femme a subi et traumatique du viol, si une femme a subi un harcèlement sexuel, ce n'est pas inscrit dans ses gènes. Ce n'est pas une victime à vie. Simplement, elle a subi une agression qui fait d'elle une victime. Donc, oui, mais c'est indéniable. Donc, je peux excusez-moi, je ne vous ai pas interrompu. Ne m'interrompez pas, merci. Volontiers. Et pour revenir à la question du consentement, quand on use et on abuse de son pouvoir, comme c'est le cas justement des harceleurs, hein, eh bien, il n'y a plus place au consentement. L'homme qui harcèle un autre homme ou une femme, n'importe quelle personne de pouvoir qui harcèle un autre être humain qui est son égal et son père, eh bien, comme un abus de pouvoir, il n'y a plus de place pour dire « je n'avais pas compris qu'elle n'était pas d'accord ». C'est évident, mais on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Le pouvoir de quel pouvoir parlez-vous ? Le pouvoir de la séduction, le pouvoir de l'argent, le pouvoir de l'intelligence, le pouvoir des mots. Et tous ces pouvoirs-là sont des pouvoirs dont on abuse lorsqu'on en fait usage. Vous mélangez l'argent et la séduction. C'est intéressant comme propos. Mais d'aucune manière. Je vous demandais quel pouvoir visez-vous. Pendant qu'on dévie sur ces questions-là, qui sont des questions qui sont très intéressantes, il y a des femmes qui subissent des violences, qui subissent des viols, qui sont discriminées dans leur travail parce que le harcèlement est une discrimination. Par rapport à la question de victime, pour passer justement du statut de victime à celui de survivante, c'est-à-dire de se redonner du pouvoir sur ce qui s'est passé, le témoignage est très important. Moi, je crois qu'au contraire, je ne suis pas d'accord avec vous sur la question du témoignage. Colline, précisément. Permet. Alors, on a invité une femme ce soir autour de la table. Je vous repasse après la parole, Anne Reiser. On va inviter une femme pour témoigner. Yvette Terola. Je suis là pour ça, en fait. Vous êtes comédienne. Peut-être, je vous présente en 2 mots. Je ne vais pas étaler ma douleur. J'ai pas l'impression que je suis une victime. J'ai jamais eu cette impression-là. Simplement, je peux quand même dire, parce vous que ça a qui été mon combat comédienne, de toute ma vie, le féminisme et les femmes, et voilà, de dire d'où je suis partie quand même. Ce qui m'est arrivé en tant que comédienne, pas en tant que femme, parce qu'il m'arrivait beaucoup de choses, mais en tant que comédienne, tout simplement. J'ai 14 ans. Je suis à l'école Romande d'art dramatique. 14 ans. Notre professeur de éducation physique, psychique, ou je sais pas quoi, vient et me dit, écoute, mets-toi là, va contre le mur, là. 14 ans, hein, tu tends ton corps, tu fais semblant d'embrasser, tu désires. Je comprenais rien. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, écoute, si tu veux vraiment être une comédienne, si tu veux exprimer le plus profond de ton être, il faut que tu sois plus vierge. C'est pas possible que tu sois vierge. Il faut y passer. Et ne va pas avec un jeune homme, mais avec moi, un type qui avait plus de 50 ans. Hein. Viens avec moi, là, tu connaîtras enfin ce que c'est qu'un homme et l'amour.
J'étais naïve, probablement, j'allais à l'école chez les sœurs encore. Mais j'ai senti que c'était pas, que ça n'allait pas. Donc, tout le reste de ma scolarité, je l'ai évité et je n'ai jamais été seule avec lui. Une deuxième chose, je vais à 16 ans à Paris. J'ai le temps, je peux dire 3 choses. Je vais à 16 ans à Paris, suivre des cours de théâtre, suivre des cours de chanter aussi. C'était l'époque des yéyés. 63, il y a un monsieur qui m'écrit des chansons et on va visiter les maisons de disques. La question qu'on posait à ce monsieur, parce que ce monsieur était considéré comme j'étais sa propriété, parce que j'étais une jeune fille de 16 ans. Lui avait aussi une 50aine d'années, très gentil avec moi, très correct. Les maisons de disques, les producteurs lui disaient « Est-ce qu'elle couche ?» Sous-entendu, elle est à toi. Donc on fait un deal, tu nous la prêtes un petit coup, et puis on fait un disque, elle fera... Bon, inutile de dire que j'ai jamais rien fait de tout ça. Après, je vais à des cours de théâtre. Pour dire le milieu dans lequel je suis aussi, qui se veut un milieu ouvert, généreux, libéré, où on fait toujours des pièces de théâtre, on explique comment on va vivre ensemble, on donne des leçons aussi. Et j'ai jamais vu un milieu finalement où la misogynie ordinaire, où le sexisme ordinaire était le mieux partagé. Je vais à Paris dans ces cours, il y a un jeune comédien qui me loue une chambre. Pourtant, j'étais pas, comment dire, je suis pas quelqu'un qui est une victime née, pas du tout, du tout. Il vient récupérer son loyer, il me coince et il veut me violer. Complètement perdu, je ne sais plus ce que je dois faire. Terrorisée, le lendemain, j'ai rien dit à personne, jamais au cours. Parce que pourquoi on est vaguement coupable, on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai peut-être fait quelque chose, je regarde comment je suis habillée, est-ce que j'ai un décolleté, qu'est-ce qui s'est passé? Deuxième, je continue, on va dans une maison de campagne. Bon. Tout le monde mange et tout ça. Un monsieur qui était là avec sa femme, qui allait accoucher, me raccompagne à ma chambre et je me dis, celui-là, je me méfie. Je me ferme dans la chambre, je mets la clé. Il a tapé comme un forcené pendant Mais je ne sais pas combien de temps à ma porte pour que je lui ouvre. Personne n'a réagi. Personne n'est venu me secourir. J'avais 16 ans. Alors, je ne fais pas acte de ma douleur, là. Je trouve même ça un peu incroyable. Et le lendemain, personne n'a rien dit. On a mangé au petit déjeuner. Personne n'a dit un seul mot. Attends, continue. Alors peut-être continue. Je rentre en Suisse romande. Je rentre en Suisse romande. Et je vous demanderai de conclure après. Je conclue. Bon, je rentre en Suisse romande et je me rends compte là que ce qu'on me demande en tant que comédienne, c'est beaucoup de choses. C'est-à-dire que je me rends compte que mon corps est une monnaie. Et que si je veux un rôle, si je veux certaines choses, c'est pas la règle générale, mais c'est souvent comme ça. Tu passes à la casserole et tu auras ce rôle-là. Ou si tu te mets toute nue, voilà. Et des choses comme ça. Et c'est tout simplement impossible. C'est impossible Alors après, on s'habitue. On se dit, mais c'est la norme, c'est comme ça. Voilà, je suis une femme publique, c'est normal. On se dit, voilà, il n'y a pas de... On savait que parmi les professeurs, parmi les metteurs en scène, il y avait des prédateurs. On le savait. Personne ne disait rien. Et moi non plus. Pourtant, j'avais fait de tout ce qui m'est arrivé des spectacles. J'ai fait une dizaine de spectacles, de chansons, où je parlais dès le début du viol, du harcèlement de rue, de la violence conjugale, de l'excision, de l'infibulation, de la jouissance féminine, en disant que le phallus n'était pas le fusil ultime où tout converge. Non. C'est pas ça l'amour. Bon, alors, voilà, j'ai fait quelque chose de ce qui m'était arrivé en faisant des spectacles où j'ai dénoncé, mais d'une manière joyeuse, parce que c'est pas triste, c'est simplement des constats et il faut que ça change. Voilà, Yvette, voilà, ce que vous nous dites ce soir, et on vous en remercie, on l'entend aussi, on le lit sur les réseaux sociaux. J'aimerais qu'on partage quand même quelques messages ensemble, parce qu'on en a reçu énormément en préparant cette émission. Tout d'abord, ce jeune socialiste, Brice Touillou, qui nous dit la chose suivante: le sexisme, le harcèlement et les abus sont partout, il faut parler, dénoncer et rejeter. Ou encore ce message qui a été posté par la vice-présidente de l'UDC, la genevoise Céline Amodru, qui nous dit la chose suivante: nombreuses sont les femmes qui vivent pareil calvaire, soumises au comportement de petits ou grands chefs soucieux de se rassurer quant à l'autorité qu'ils estiment leur. Alors, par rapport à tous ces messages, Anne Reiser, comment vous réagissez? Moi, je pense que je suis biaisée parce qu'en fait, j'ai pas mal d'hommes qui viennent me consulter parce qu'ils vivent ce genre de choses à la maison. Vous voyez? Et je compatis, en fait, parce qu'effectivement, il y a aussi... Moi, j'assiste à des abus de pouvoir au foyer, avec des femmes qui n'ont pas une once de gentillesse et qui les traitent comme des... Ils me disent, mais ma femme, elle me dit, mais de toute façon, t'es de la sourasse. Qu'est-ce que t'as à faire ici? Enfin, des choses épouvantables. Et puis, évidemment, ces hommes ne s'en plaignent pas parce que
les schèmes que notre société véhicule, évidemment, sont tu es un homme, tu es fort. J'en ai un qui était complètement scarifié, qui a été au poste de police et on lui a ri au nez. Et il était tellement honteux et tellement mal quand il est venu me parler de ça. Donc moi, donc vous voyez, ce que j'essaie de dire, c'est que... je ne sais pas parce que les femmes vivent ça, c'est juste pour dire que la méchanceté est un peu partout. Mais là, et là, je pense, oui, il y a des abus de pouvoir qui existent aussi dans des situations dans lesquelles les gens pensent qu'ils le valent bien et que c'est normal de manquer totalement de respect à autrui. Alors voilà, moi, je témoigne de ce que vous me demandez de témoigner. Et je ne dis pas que ça n'existe pas ailleurs. Je dis que moi, ce qu'on me rapporte, c'est aussi ça. J'aimerais qu'on partage ensemble, en tout cas, des statistiques. Vous avez parlé de certaines statistiques concernant les femmes harcelées. Vous avez dit 72%. On a d'autres statistiques qui sont apparemment plus récentes. Ça concerne le harcèlement en Suisse ressenti sur le lieu de travail. Cela concernerait, d'après nos statistiques en tout cas, statistiques livrées par un projet national de recherche, cela concernerait en Suisse 30% de femmes et 10% d'hommes. Laurella Bertani, 3 femmes sur 10 effectivement qui sont concernées. C'est en tout cas pas la majorité. Écoutez, alors les chiffres que j'ai, les chiffres que j'ai du Bureau de l'égalité, Bureau fédéral de l'égalité sont tout aussi officiels que les vôtres, mais on ne va pas se battre sur les chiffres parce que finalement, je vais vous dire, même s'il n'y en avait qu'une sur 1 milliard, ce serait une de trop. Bien sûr. C'est ça le problème. Et on n'est pas en train de parler de méchanceté. Dans les couples, il peut y avoir des méchancetés conjugales. Ce n'est pas de ça dont on parle. Ce dont on parle, c'est de personnes qui n'ont pas le choix, qui doivent livrer leur corps, supporter des remarques grossières, supporter des comportements inadmissibles, simplement parce qu'elles n'ont pas le choix. Et qu'au bout d'un moment... Moi, je défends des hommes qui n'ont pas le choix non plus. Oui, mais c'est pas la même chose. Et j'aimerais juste dire, s'agissant des chiffres, que je crois qu'en faculté des sciences criminelles à Lausanne, en fait, on recense que la plus grosse violence qui est dirigée actuellement, enfin qu'on recense actuellement, est dirigée contre les jeunes hommes. Moi, c'est des jeunes hommes. Par des hommes. Ce sont toujours des jeunes hommes. Non, non, c'est pas ce qui ressort des statistiques qui m'ont été données, en fait, non. Que ce seraient les femmes qui attaqueraient les hommes. Non. Ça, honnêtement, j'ai jamais vu ça. Nous constatons que les rapports humains sont violents. Ce n'est pas une découverte. Nous constatons qu'il y a des rivalités de dominantes. Ce n'est pas nouveau. Vous annoncez prophétique que la domination va changer de camp. C'est la fin de l'homme. Vous annoncez ça? Non. Je crois. Vous me prêtez un procès qui... Quelqu'un dans un SMS a dit c'est la fin de l'homme, on s'en réjouissant. C'est-à-dire la domination et l'arrogance changent de camp. Mais bien sûr qu'elle est en train de changer de camp. Alors il est probablement juste qu'aujourd'hui nous assistions à cette sarabande des Érinies, à cette valse des victimes. Votre temps est venu, le nôtre est révolu. Et des hommes, d'ailleurs, regardez, ce plateau est une illustration. Éric Zemmour, que j'aime infiniment, disait le féminisme est le totalitarisme du XXIe siècle. Nous sommes assez, bien sûr, madame, nous sommes ici... On pourrait laisser parler Yvette Terola. Oui, je n'avais pas fini ma phrase, j'admets qu'elles sont longues. Oui, je l'admets aussi. On va laisser terminer Marc Bonan. Après, je vous passe la parole, Yvette. C'est peut-être très symbolique. Nous sommes autour de ce plateau sur un sujet, 5 femmes et un homme vieillissant du surcroît. On va tout de suite faire entrer un nouvel homme, Yvette Terola, d'un mot. Moi, j'ai jamais voulu être l'égale de l'homme. Je trouve qu'être l'égale de l'homme, c'est manquer d'ambition. Oui, vous avez raison. Je voulais faire mieux, autrement, différemment. Je peux finir? On vit dans un... Je prétends qu'on vit dans un monde d'hommes, encore, fait pour les hommes, par les hommes, avec une domination masculine. Et j'ai aucune envie que ça se bascule et qu'on devienne... C'est pour vivre autrement. C'est pas du tout pour vivre... Quand les hommes nous disent... On m'a dit plusieurs fois, mais violez-nous, mesdames, violez-nous, on attend que ça... Chez mes camarades de jeu. Mais ils ne s'imaginent pas plaqués par terre, tenus, obligés et violés, sodomisés. Là, peut-être qu'ils changeraient d'attitude. C'est violent. Un acte de viol, c'est épouvantable. Et
Madame dit qu'il y a des hommes battus, sans doute, mais est-ce une raison pour pas parler de ce qu'on est en train de parler ici? Je ne comprends pas. On n'est pas en train de parler, on n'est pas en train de parler de renversement mesdames, des rôles. mesdames et messieurs, j'aimerais bien parce que qu'on aille jeter un coup d'œil sur les réseaux sociaux, puisqu'on a parlé de ces très nombreux témoignages. Je propose de faire le point avec Jean-Marc Hélène et puis surtout après de donner la parole à un autre homme autour de ce plateau. Ouais. Sur les réseaux sociaux, le flot est presque ininterrompu. Les témoignages de harcèlement sexuel inondent la toile, à l'image de celui de la comédienne genevoise Deborah Etienne Landenberg. Elle raconte plusieurs situations vécues au cinéma, à la télévision ou au théâtre. Un peu plus tard, à Genève, on me propose un très joli rôle, mais je refuse les avances du metteur en scène. J'aurai finalement un rôle de figurante. Plus tard, le metteur en scène lui écrira « Qui sait, la prochaine fois, tu auras peut-être un grand rôle si tu acceptes de... » Des comédiennes, mais pas seulement, ce sont désormais des milliers de femmes anonymes qui racontent leurs expériences sous les hashtags MeToo, moi aussi en anglais, et Balance ton porc. J'ai 17 ans. Dans le métro, lui se masturbe sur mon épaule, je hurle. Le monsieur d'en face, eh ben c'est ça d'être jolie. Moi aussi, violée par mon employeur et tombée enceinte alors que l'avortement était encore interdit. Le chef de secteur de chez Hachette qui m'a plaqué contre sa voiture pour m'embrasser de force. J'avais 20 ans. Le hashtag Balance ton porc devient viral. Selon VisiBrain, il est apparu 300 000 fois depuis vendredi passé. C'est une journaliste française installée aux États-Unis qui l'a lancé. Toi aussi, raconte en donnant le nom et les détails un harcèlement sexuel que tu as connu dans ton boulot. Je vous attends. Une incitation à la délation pour certains, un exutoire nécessaire pour d'autres. Si les victimes choisissent Twitter à la plainte, c'est qu'il y a quand même une grosse faille dans le système judiciaire. Les réseaux sociaux comme alternative à la justice, avec tous les risques de dérapage que cela comporte. Thémélis Diamantis, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes psychanalyste. Alors, quel regard vous portez sur cette affaire dans le fond? Est-ce qu'on assiste à... Est-ce qu'on voit qu'il y a des abuseurs partout ou bien c'est plutôt un problème de manque de compréhension entre les hommes et les femmes? Alors, je pense qu'il y a deux questions qu'il faut séparer pour pouvoir les articuler en un second temps. La première, c'est celle qui est soulevée par la fin de votre reportage maintenant sur les réseaux sociaux et les dérapages. Et les dérapages. Qu'est-ce qui est reproché à Harvey Weinstein? C'est le fait de ne pas avoir su domestiquer ses pulsions, de ne pas avoir su les mettre dans un cadre qui était un cadre convenable. En fait, il se comporte comme quelqu'un qui, ayant évidemment le pouvoir qui est le sien, enfin qui était le sien et qui était considérable, se dit « je vois une femme, je vois ce que je désire et je mets la main dessus ». En fait, il n'y a pas, comme on dit en psychanalyse, il n'y a pas de secondarisation des pulsions. C'est quelqu'un qui va être dans un agir immédiat. Qu'est-ce qu'on voit en face? Et c'est là où l'effet miroir me semble intéressant. On a des gens qui ont cette capacité à pouvoir, là aussi, sans filtre ou sans filet de sécurité, balancer des tweets qui vont eux aussi traduire une impulsivité en réponse à l'impulsivité des uns. Si vous voulez, d'un côté, on peut avoir des gens qui ont la main leste, et de l'autre côté, on a des gens qui ont le tweet facile. Mais quand on et il me semble... Attendez, on va laisser terminer. Je vous assure que qu'on va pouvoir dialoguer. En fait, dans les deux cas, il n'y a pas un cadre qui est un cadre qui permette à une vérité de se dire et d'être appréciée. Raison pour laquelle je suis intimement persuadé que tout ce déballage qu'on peut appeler autrement également que déballage doit avoir lieu autrement ou ailleurs que sur les réseaux sociaux, mais doit avoir lieu devant les tribunaux et devant la justice, qui assure le seul cadre à l'intérieur duquel quelque chose peut être prononcé, quelque chose peut être dit, sur des actes et pas sur des intentions, sur des postures ou sur des a priori. Laurella Bertani, j'aimerais que vous réagissiez à ce que vient de dire le psychanalyste, qui est soutenu d'ailleurs par un message qu'on a reçu sur Facebook. C'est un message qui nous vient de Nadia Masdonati et qui nous dit la chose suivante. À quoi ça sert d'envoyer tous ces messages sur les réseaux sociaux sans porter plainte? Les harceleurs doivent être punis devant la justice. Là, on est vraiment au cœur du débat. Alors, bien sûr qu'on est au cœur du débat. Maintenant,
est-ce que vous savez ce que c'est la honte, la culpabilité, la souffrance, la peur de ne pas être cru que vivent les victimes? Dans cette affaire Weinstein ou Weinstein, peu importe son nom, on a vu qu'il y avait déjà eu des plaintes dont la justice n'a fait rien du tout. Monsieur était puissant, monsieur avait de l'argent, eh bien ces femmes étaient toutes des folles et elles racontaient n'importe quoi. Alors franchement, quand vous êtes placé face à ça et que vous êtes une femme, eh bien c'est extrêmement difficile de s'exprimer sur les réseaux sociaux plutôt que d'aller porter plainte à la police. Non, ce n'est pas plus facile. C'est extrêmement difficile. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que si moi, je suis vendeuse dans un supermarché et que mon chef de rayon me harcèle, me touche, et de voir qu'Angelina Jolie, il lui arrivait la même chose, je me sens moins seule. Disons, le fait de se sentir moins seule et d'être dans une démarche plus collective, alors peut-être impulsive, on est d'accord, mais... Peut-être impulsive mais avec des risques de dérapage énormes. Mais pourquoi des dérapages? Est-ce que vous imaginez toutes ces femmes... De balancer des noms mais là, de potentiels abuseurs vous venez de dire, qui ne le seraient pas. C'est ce que dit notamment Raphaël Enthoven. Voilà, vous venez de dire que 30% des femmes, on prend vos chiffres, 30% des femmes, une femme sur 3 est harcelée. Il n'y a pas une femme sur 3 qui se plaint devant les tribunaux. Pourquoi? Alors, parce qu'elles ont peur de ne pas être crues. J'aimerais entendre les autres avocats qui sont autour de la table sur les risques de dérapage, Marc Bonan. Je partage l'opinion qui a été exprimée. Je ne néglige pas un seul instant la douleur, la souffrance, la difficulté de parler. Il faudrait peut-être que l'on esquisse une définition de ce qu'est le harcèlement. Oui, ce serait pas mal. Est-ce que le harcèlement, c'est une cour non voulue? Est-ce que c'est une question de manière? Le viol doit être mis à part, il va de soi, c'est un crime qui doit être sévèrement puni. Qu'est-ce que c'est que le harcèlement? Est-ce qu'on peut objectiver le harcèlement? Est-ce que c'est la perception subjective que peut avoir la femme? Est-ce que c'est une cour dont on ne veut pas, encombrante? Bon. Mais dans le cadre professionnel, pour rappeler quand même que c'est dans le harcèlement sexuel sur le travail est il n'y a pas dans que le le cadre harcèlement, il y a le harcèlement de rue, paraît-il, aujourd'hui, de siffler lorsqu'une femme qui passe serait réputée harceleur, de se saisir les génitoires en guise d'hommage, ce qui est assurément goujat, serait considéré comme une atteinte à votre dignité. Mais j'en reviens. Vous plairait-il qu'on vous les saisisse, Maître Bonan, et que ce soit un homme qui le fasse? Je ne pense pas. Donc pourquoi nous devrions accepter qu'on nous touche les fesses, qu'on nous touche les seins quand on est dans un train bondé? Que vous devez l'accepter, pas un instant. Je disais, l'homme, en guise d'hommage, saisit ses génitoires, ce qui est très italien. Et naturellement, vous pouvez considérer que c'est attentatoire à votre dignité. En l'occurrence, c'est défini par la loi. Ce que vous êtes en train de dire, alors la définition du harcèlement par la loi. C'est quoi la définition? Le harcèlement sexuel sur le travail est défini par tous les gestes obscènes et sexistes et d'ordre sexuel. Tout ce qui est d'ordre sexuel et également tout ce qui est d'ordre sexiste. C'est-à-dire qu'aller demander à sa collègue d'aller chercher des cafés parce que c'est une femme alors que c'est pas son travail, que c'est pas sur son cahier des charges, participe du harcèlement sexuel. Et cela a pour effet d'exclure les femmes, Monsieur Bonan, du marché du travail. On l'a vu, comme Yvette l'a très bien raconté, quand on a des comportements tels avec des femmes, l'effet c'est que les femmes n'ont plus envie de retourner sur le travail. Les femmes sont arrivées sur le marché du travail ces dernières années et ont manifestement un problème avec ça puisqu'on essaie de les en exclure. Voilà. Alors sur la définition du harcèlement, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si la définition est celle-là, elle est monstrueuse. Non, mais il y a une loi. Qu'est-ce qu'elle dit, la loi? La loi, avec l'ambiguïté de toutes les lois, et le problème de l'interprétation. Il y a même sexisme, harcèlement, dans la mesure où on a un comportement qui est contraire à l'idée d'égalité. Alors, d'égalité de l'homme et de femme. Alors, l'égalité de droit est acquise. Donc la loi est très large, c'est ça ce que vous nous dites? Elle est très large, donc elle est très floue. Et on ne peut pas réduire des comportements à la norme. Alors, simplement, ce que je voulais dire sur la saisine des tribunaux, je comprends tout à fait la difficulté qu'il y a à saisir les tribunaux. Je pense que la réponse à la douleur, la réponse à l'offense, quelle qu'elle soit, si l'on est victime, c'est d'abord de saisir qui a qualité pour en juger. Ce qu'il y a de singulier dans les réseaux sociaux, c'est qu'on se proclame victime. Et c'est assez étonnant de voir qu'on se proclame victime en même temps qu'on rappelle la présomption d'innocence de l'auteur. C'est-à-dire qu'il y a déjà des victimes de quelqu'un qui est présumé innocent. Et ça, c'est une petite... Ne pourrait-on pas renverser le paradigme de temps en temps et de cesser de parler des victimes en leur disant qu'elles ont tort ou raison d'être victimes et de parler des hommes qui font cela? Et de faire en sorte que ces hommes cessent d'agir comme ils le font. Les tribunaux. Mais il n'y a pas que les tribunaux. Il faut aussi les éduquer
il faut les changer. Il faut que cette personne-là que l'on enseigne l'amour courtois dans les écoles. Oui. Pourquoi pas? L'amour respectueux, en tout cas, Marc. On n'est pas sur les risques de responsable. dérapage. Ce que j'aimerais dire juste une chose, c'est qu'on n'est pas responsable de ce qu'on nous fait, mais on est responsable de ce qu'on en fait. Et si on traite les autres d'une certaine manière, il ne faut pas s'attendre à être traité mieux. Et c'est le problème, c'est que là, on est juste en train d'échanger. Vous êtes en train de Attendez, on va laisser terminer Anne prendre la Reiser. responsabilité sur elles-mêmes de ce qu'elles ont vécu et que Non, c'est à c'est elles pas ce que d'agir je- de telle ou telle non, manière. c'est pas ça. On va laisser terminer Anne Reiser. Vous n'avez pas à leur demander comment agir. Non, je suis en train de dire autre chose, écoutez-moi. Ce que je suis en train de dire, c'est que je suis d'accord avec Maître Bonan, mais il y a un problème quand même, c'est que la victime doit faire elle-même la preuve de ce qu'elle est victime. Et c'est un parcours de combattant. Et pour pouvoir convaincre le tribunal de sa qualité de victime, elle va devenir encore plus victime, elle est encore plus mal. On a résolu ça. C'est affreux. Mais bon, écoutez, ce que j'essaie de dire, oui, l'effet cathartique du c'est tellement, oui, c'est vrai. L'effet cathartique du verdict, mais le reste de l'existence, mais le reste de l'existence est bousillé. Mais pas du tout. C'est faux de dire ça. Alors bon, voilà, on n'a pas les mêmes clients, tant mieux. Je suis contente. Maintenant, j'aimerais juste dire, c'est qu'en fait, il y a des préventions. Et je crois qu'on est tous autour de la table, enfin peut-être pas Maître Bonan, mais parce que Maître Bonan est courtois. Mais il existe quand même des codes de bonne pratique, des manières d'être, des informations qu'on dispense tous, en tout cas chez nous, chez vous, je sais aussi, dans le milieu du travail, sur qu'est-ce qui doit être fait si on se sent mal à l'aise, à qui causer, etc. Ça, c'est de l'information. Les gens, en fait, en général, sont pas très bien, voire très, très mal, précisément parce qu'ils ont... Je veux dire, c'est un monde qui leur tombe dessus, ils savent pas à qui s'adresser. Si dans la proximité, dans le monde du travail, tous les employeurs font l'effort de pouvoir garder le dialogue ouvert, je pense qu'il y a un peu moins de lutte, en fait, dans les situations dans lesquelles il y a peut-être des abus de pouvoir, mais il y a aussi parfois des malentendus, et au moins les gens ont une chance, un, de ne pas devenir une victime, l'autre, de ne pas être un bourreau. Comment vous expliquez alors qu'on dénonce, par exemple, un harcèlement et que la personne elle est licenciée? C'est ce qui se passe quand même dans la majorité des cas. Je ne l'explique ni n'excuse. C'est inacceptable. Vous avez raison, maître. Mais ce que la loi dit, la loi sur l'égalité dit exactement ça. Oui. C'est-à-dire que la loi sur l'égalité renverse le fardeau de la preuve et dit qu'il appartient à l'employeur de mettre en place des bonnes pratiques. Moi, je connais énormément d'employeurs qui ont mis en place ces très bonnes pratiques et ça marche. Et on a une entreprise où tout le monde se sent bien et on n'est pas dans quelque chose... Parce que finalement, il faut aussi réfléchir que dans une entreprise à mauvaise pratique, vous allez créer aussi un problème de santé publique. Mais bien sûr. Parce que vous allez avoir des personnes qui viendront travailler avec la boule au ventre, qui seront malades, qui n'en voudront pas. Donc, oui, il faut mettre en place des bonnes pratiques. On a déjà la base légale. Mais on est d'accord. Alors, faisons-la. Oui, mais ça, c'est constructif. Et éduquons aussi les petits garçons et les petites filles dès le départ. Ce qui est constructif aussi, c'est qu'en tant que comédienne ou en tant que chanteuse, on fait quelque chose de ce qui nous arrive, ça sert aussi à ça. Et la catharsis qui a lieu sur les réseaux sociaux, et la communication. Alors, vous parlez de catharsis sur les réseaux sociaux. J'aimerais bien entendre là-dessus, Monsieur Diamantis. Est-ce que ça participe à une catharsis? Est-ce que c'est effectivement salutaire de se livrer? C'est une question de fond que vous posez là. Aimant à croire que je suis aussi une personne courtoise, je vais essayer de développer un point de vue qui est assez consensuel, parce que je vois quand même qu'autour de cette table, nous sommes tous... On n'est pas freudien. Je le suis pour vous. Je le suis pour vous, n'ayez crainte. Nous ne sommes pas freudiennes, je vous le confirme. Ce n'est pas grave. On vous taquine. J'aime bien être taquiné, n'ayez crainte. Pourquoi elles disent qu'elles ne sont pas inconsolables de ne pas avoir un pénis? Non. C'est vous qui êtes inconsolable d'avoir perdu nos alternatives. Je ne pensais pas du tout parler de ça. C'est affreux. Je ne pensais pas du tout parler de ça. Non, Monsieur Diamantis, Voilà. C'est dommage. On est inconsolable de ne pas avoir un phallus, c'est ça que vous avez dit, Maître Bonan? Si j'avais le cas de votre éloquence, je l'utiliserais à meilleur escient. On est en train de taquiner le psychiatre parce qu'en fait, Freud, pas tous en même temps. Et puis résultat, il ne peut rien dire, le pauvre. Pardon, Monsieur Diamantis. Et je ne peux même pas défendre Freud. Monsieur Diamantis. Oui. Je voulais dire qu'il y a deux plans qu'il est important à la fois de pouvoir séparer afin de pouvoir les articuler. En tant que clinicien, la parole que je recueille est une parole intime. Et c'est un lieu où à la fois les choses peuvent être dites, elles peuvent être entendues, mais c'est dans un espace d'intimité
et de vérité du sujet. Les réseaux sociaux ou d'autres lieux ne sont pas forcément appropriés à la catharsis liée à des traumas, même s'ils peuvent aussi le devenir. Cela peut participer, j'en conviens. Donc il faut voir que voilà, les deux plans ont les deux plans ont une légitimité. Oui. Il existe un plan collectif et il existe un plan intime. Alors évidemment, quand, usant d'une force, d'un pouvoir social, un individu, comme ce monsieur Weinstein, commet les actes qu'il a commis, évidemment, on sera tous d'accord pour dire que c'est inacceptable. Oui, ce qui est inacceptable, c'est qu'on le sacrifie. Juste la deuxième partie de la phrase. Sacrifié, c'est bon. Je n'ai jamais dit ça, c'est pas grave. Moi, je dis ça. Ah, d'accord, ça vous appartient, bien sûr, oui. Mais la deuxième partie de la phrase, c'était que l'intimité est aussi l'espace de rencontre fondamentale, ou possiblement fondamentale, entre deux personnes. Et l'idée de pouvoir se rencontrer là, à partir du moment où on va mettre en place quelque chose qui fait peser une suspicion aussi lourde sur la rencontre entre deux individus, sur la possibilité de se rencontrer, en mettant des codes et en survalorisant ces codes, on risque là aussi de perdre une dimension humaine qui est une dimension... Mais comment ce sont les violeurs qui font ça, cher monsieur. Si la situation est aussi tendue aujourd'hui, dans cette situation, si vous n'aimez pas les violences sexuelles, c'est contre les violences sexuelles qu'il faut se mettre, c'est pas contre les personnes qui témoignent de ces violences-là. Ce qui est en train de se passer... Je suis d'accord avec vous, je parle d'autre chose. Vous dites que les rapports entre les hommes et les femmes sont tendus. Mais en l'occurrence, les femmes, comment vous voulez que les femmes aient une sexualité qui soit autre chose que tendue, quand chaque fois qu'elles prennent la possibilité d'avoir un rapport sexuel, c'est un danger. Que chaque fois qu'elles vont travailler, elles se mettent en danger. Que chaque fois qu'elles sortent dans la rue, elles se mettent en danger de la part des hommes. Oui. Parce que j'aimerais quand même rappeler que cette violence-là, elle n'est pas individuelle, mais elle est structurelle. Le fait que les femmes soient, manifestement, c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux, à peu près toutes victimes, à un moment ou à un autre, de violence, ça montre quand même que le phénomène va un tout petit peu plus loin que l'individu. On ne parle pas de la même chose, vous et moi. On ne parle pas de la même chose. Non, à l'évidence pas. Vous voyez, oui, mais ce n'est pas grave. Enfin, vous réagissez comme si je disais une chose que je ne dis pas. Quand Aragon disait que la femme est l'avenir de l'homme, je ne pense pas qu'il l'entendait ainsi. Pas de... La femme à barbe est l'avenir de l'homme. Alors, Pauline de Sénarclos, moi j'ai une question, si vous me permettez, Madame Bertani. Dans le fond, c'est ce que certains disent. Le problème de ce hashtag balance ton porc, c'est quelque chose d'extrêmement violent. Et c'est à dire dans le fond, et j'en termine, que tous les hommes sont des porcs potentiels et que toutes les femmes sont des victimes potentielles. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je réponds très clairement que si ce genre de témoignage dérange les gens, c'est pas au témoignage qu'il faut s'en prendre. Balance ton porc, vous trouvez ça vulgaire? Mais vous répondez pas à ma question. Oui, je suis en train de... Attendez, excusez-moi. Balance ton porc, vous trouvez ça vulgaire? Moi, je vous dis que c'est le viol qui est vulgaire. Si les gens en viennent à balancer leur porc, c'est parce que ce qui se passe derrière n'est pas très propre non plus. Donc, si vous avez un problème avec les violences sexuelles, attaquez-vous aux violences sexuelles et pas au hashtag ou à la forme du hashtag ou aux mots qu'on met sur le hashtag. Ça n'a aucun intérêt. Pour moi, à un moment donné, on est dans sociale. C'est tellement dommage. Ok, c'est pas joli, balance ton porc, tout ce que vous voulez. Très poétique. Mais j'aimerais quand même dire quelque chose, excusez-moi. Alors, Madame Bertani, et puis après, Maître Heiser. Je me suis assez peu... Voilà. Moi, j'aimerais... Alors, vous avez tous... Sur ce balance ton porc, balance ton porc, peut-être que le terme n'est pas très heureux, peut-être qu'il n'est pas très gentil. Cela étant dit, ce qu'ont vécu ces femmes, c'est des horreurs. Et à un moment donné, ok, elles iront voir un psy en tête-à-tête pour elles aller mieux de ce qu'elles ont vécu. Parce que être victime, ça ne devient pas quelque chose qui entre dans votre ADN, c'est quelque chose dont vous devez vous débarrasser pour en survivre. Mais je suis désolée qu'à un moment donné, dans la vie, pour que les choses changent, il faut en parler. Aujourd'hui, par exemple, nous nous retenons, et je vous prie de bien réfléchir à ce que je suis en train de vous dire, quand vous racontez une blague sexiste, remplacez femme par noir, par juif, ou par homosexuel. Et vous verrez combien votre blague est affreuse. Moi, je vais vous dire, quand j'ai commencé à chanter il y a plus de 50 ans maintenant, on me traitait de mal baisée, d'hystérique, et on me faisait des plaisanteries du genre oui, mais finalement, on l'a violée, mais elle doit être bien contente, parce que moche comme elle est. Où on me disait, toutes les plaisanteries, on est censé rigoler, on est censé acquiescer, et c'est tout simplement impossible. Oui, alors, on n'est pas censé acquiescer au mauvais goût. Pardon? Personne ne vous demande d'acquiescer. Mais c'est ce
qu'on vit. Mais on vit alors ça, c'est ce qu'on vit, Marc. D'acquiescer au Mais le problème, c'est qu'on n'a pas le choix d'acquiescer ou de ne pas acquiescer. Si c'est votre patron, Marc, qui vous dit ça. Vous êtes des êtres dignes, vous êtes des êtres d'autorité, vous êtes des êtres d'autonomie. Et puis soudainement, vous dites, je n'ai pas le choix. Vous avez toujours le choix de dire non. Mais vous avez le choix de perdre votre travail quand vous êtes femme, que vous avez 2 enfants à nourrir, que vous ne recevez pas de pension alimentaire et que votre patron vous dit, si tu couches pas, je te vire. C'est ça le choix. Moi, j'appelle pas ça un choix, Marc. De choisir de coucher avec un homme, oui, ça c'est un choix. Mais de subir, parce que sinon vous perdez votre travail et votre pain quotidien, ça c'est pas un choix, Marc. Vous parliez avant, Monsieur Bonan, du vieillissement. Vous étiez vieux, vous avez dit le plus... Hein, moi aussi, je suis plus très jeune. Mais je vais vous dire, dans le métier que je fais, être une femme qui vieillit, c'est terrible. On est d'une cruauté avec ça, et c'est une violence supplémentaire. On ne dit rien de sa souffrance, regardez. Mais madame, bien sûr que la vieillesse que rive auquel vous n'abordez pas encore est un naufrage, est une tristesse, est un abandon. Bien sûr. Bon, ce n'est pas le regard de l'homme qui fait que la vieillesse est ceci ou cela. C'est aussi le regard qu'on se réserve à soi-même. Moi, la question que je vous poserai à vous militante, est-ce que nous sommes à tout le moins d'accord sur le fait que la violence est inacceptable? Oui. Nous sommes en désaccord sur la manière de l'exprimer et de s'en plaindre. Nous considérons peut-être ici que la juste manière, c'est de saisir les tribunaux. Vous considérez que la juste manière, c'est par des tweets provocateurs. Pas seulement, mais... Attendez. On va laisser terminer, on va laisser terminer. Que la victime qui subit, qu'elle soit homme, qu'elle soit femme, qu'elle soit enfant, elle n'est pas sous tutelle, elle choisit son mode d'exprimer sa violence. Alors, Marc Bonan termine. Elle a le droit. Je dis ce que nous disons peut-être, communément, c'est qu'autant la parole de la victime est justifiée, autant il faut l'entendre, autant il faut que les institutions, les tribunaux, les psys et tous les cohortes de compassionnels l'entendent, autant je considère que la manière de la faire entendre, c'est-à-dire passer du drame individuel au combat politique et collectif, qui est exactement ce que vous semblez souhaiter, ne me paraît pas être un service rendu à la victime. Et quand je disais tout à l'heure que la parole silencieuse est parfois bénéfique, ce qui est tu... Les femmes se sont beaucoup tues, Monsieur Bonan. Oui, mais je suis d'avis aussi. Vous savez, il y avait cette formule lacanienne, ce qui est tu, tue. Et puis, il y a cette idée aussi que la parole que l'on exprime, on n'en est plus maître. D'autres instances deviennent maîtres. Vous, le public. En conséquence de quoi, on passe d'une dépendance d'enfermement à une dépendance du regard des autres. Je ne suis pas convaincu que vous gagniez en liberté. Le problème, c'est pas... Alors, ce que vous ne comprenez pas dans le combat politique, ce n'est pas de décider s'il vaut mieux... je suis avocate, je vous dirais qu'il vaut mieux aller devant les tribunaux. On est parfaitement d'accord. Mon point, c'est pas celui-là. Mon point, c'est de dire que je souhaite qu'un jour, on puisse connaître cette terre sans violence sexuelle, sans viol comme crime de guerre, sans utilisation du corps de la femme comme une marchandise. Ou de l'homme, de quiconque. Et de tout ça, voilà. Donc, si cette démarche collective... Oui, mais laissez-moi terminer, mon cher. Alors, comment on fait? Comment on fait? Parce qu'on en arrive, moi, on a encore 10 minutes dans cette émission. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on change la loi? C'est pas une question de loi, c'est une question sociale, une question d'éducation. Il faut éduquer les enfants. Les enfants, j'ai des petites filles, elles les parlent filles, de ça les garçons. C'est important, le respect dû à l'autre, la bienveillance, les bonnes pratiques. C'est la moindre des choses. Mais des deux côtés. Alors Marc Bonan, est-ce qu'il faut changer effectivement la façon dont on éduque les filles et peut-être les garçons? Je pense que probablement l'éducation à cet égard est très défaillante. Je crois que sur ce même plateau, j'avais eu un jour un débat avec Zepp et qui trouvait du consentement de tous très joyeux d'enseigner la mécanique sexuelle, la tuyauterie sexuelle à l'école. Et je crois qu'à l'époque comme aujourd'hui, si vous enseignez à l'école les bonnes manières, si vous enseignez à l'école à lire des livres, et si vous enseignez à l'école à pratiquer l'amour courtois, si vous enseignez à l'école aux hommes que la femme non seulement n'est pas notre égale, mais largement notre supérieure, qu'il faut l'aborder dans le frémissement et la stupeur, si on enseignait ça aux petits garçons, peut-être aujourd'hui il y aurait moins de porcs. Anne Reiser, qu'est-ce qu'on fait? C'est un problème d'éducation, des filles ou des garçons? Mais des êtres humains, l'éducation au respect,
c'est tout, ça se respire, ça doit se pratiquer. Autour de cette table, je trouve que nous avons fait preuve de respect malgré la difficulté du propos. Ben, voilà, faisons la même chose et discutons des mêmes choses de la même manière en dehors des plateaux, sur le lieu de travail, dans les familles. C'est un problème politique ou c'est un problème politique? Je pense que c'est que ce monde est encore, je redis ce que j'ai déjà dit, est un monde fait pour les hommes et par les hommes. Mais je suis désolée. Mais on a deux avocates indépendantes et on l'a intégré en tant que femme. Toutes ces actrices hollywoodiennes on est tyrannie. Voilà. On a eu la chance de l'être. Et on a du pouvoir, les deux. Je pense que ça dépend des domaines. La tyrannie, la beauté. C'est pas violence à elle-même en faisant de la chirurgie esthétique. C'est possible. Mais non, parce que c'est pas si simple. Pour dire que c'est pas si simple. D'accord. C'est pas si simple. En tant que femme, on nous a appris aussi que les autres femmes étaient des rivales dans la domination. Alors, c'est dommage. Alors là, on se passe à côté, parce que c'est extraordinaire. Mais moi, je dis que c'est les rapports entre femmes, c'est merveilleux. Mais moi, je trouve aussi, j'ai toujours aimé les femmes, mais c'est encore une chose qui est... Moi aussi. Oui, bon. Alors, on a encore l'impression d'être en pleine guerre. On est en pleine guerre des sexes. Monsieur le psychanalyste, j'aimerais vous entendre là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait, en fait, pour améliorer la situation, pour améliorer, en tout cas, les rapports entre hommes et femmes? Alors, on relit Aristote et on apprend à faire des syllogismes qui tiennent la route. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que Harvey Weinstein s'est comporté comme un porc. Harvey Weinstein est un homme. La seule conclusion à laquelle on peut parvenir, c'est qu'éventuellement, cet homme-là s'est comporté comme un porc et non pas que tous les hommes sont des porcs. Ce qui est nécessaire et ce qui est possible ne doit à aucun moment être confondu. Et toute forme de généralisation allant dans ce sens rend impossible l'espace d'un logos, un espace commun à l'intérieur duquel les gens sur un plan intime ou sur un plan public parviennent à dialoguer, parviennent à s'entendre, parviennent aussi à se respecter. Et plus on creuse le fossé, et plus l'incompréhension et les possibles violences seront grandes. Alors, Colline de Sonarclan, utopiste, excusez-moi, je ne pense pas qu'on doive s'asseoir et dire simplement l'être humain est ainsi fait. Parce que si on disait ça, on serait encore dans les cavernes à chasser le mammouth. Donc moi, je pense que dans la vie, il faut être... Attendez, on laisse terminer. Bon, ça suffit, Marc. Bref, donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que mon utopie à moi, c'est de me dire qu'un jour, les femmes peuvent vivre dans un monde sans violence sexuelle, sans guerre où elles seront utilisées pour la satisfaction des soldats et sans entreprise dans laquelle les femmes sont harcelées. C'est ça l'utopie. Et voilà, ne venez pas me parler de fossé entre les hommes et les femmes. Non, c'est pas de ça dont on parle. Voilà, 2 minutes. On parle d'une société sans violence et sans domination. Et voilà. Et Madame Bertani, j'ai une question. Est-ce que de susciter le désir est une offense? Mais bien sûr que non. Mais parfait, c'est parfait. Vous lui avez sauvé la vie. Mais non, la séduction est une chose magnifique. Moi, je regarde aussi les hommes dans la rue. La séduction est a priori consensuelle. C'est magnifique. Si un homme me plaît, je ne le prends pas par les gonnettes. Par contre, vous dites frotter le silex, là, vous avez fait un gag. C'est ça aussi, ce qui se passe. Voilà. On passe son temps... Mais si, monsieur Bonan. Mais je ne faisais aucune référence phallique à quoi que ce soit. Si, vous avez Mais de toute manière, du temps des cavernes, les hommes allaient à la chasse, les femmes restaient là pour ordonner le bonheur du retour du combattant. Elles frottaient le silex pour allumer le feu. Vous êtes des incendiaires. Soyons utopistes. Vous êtes de merveilleux une société incendiaires. sans violence et pleine de Et nous n'avons respect. que des brûlures. Alors, pas tous en même temps. Madame Bertani, est-ce que vous avez l'impression qu'après ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on a amélioré les rapports entre hommes et femmes? Est-ce que c'est un progrès? Non, moi, ce que je souhaite, je vais vous dire, je souhaiterais que cette affaire ne soit pas juste un buzz médiatique. J'espère aussi. Je souhaiterais que cette affaire réveille des consciences et nous permette justement de ne pas être fataliste et de se dire que l'être humain peut vivre des rapports différents et beaucoup plus intéressants. Colline de Sonarclan, est-ce que l'éducation va permettre effectivement d'améliorer la condition des femmes? On vit dans un monde sexiste. Donc, a priori, il y a à peu près tout à faire pour que ce monde arrête d'être sexiste et que la violence sexiste disparaisse avec elle. Il y a des choses à faire dans l'éducation, il y a des choses à faire dans les boîtes, dans les entreprises. Il y a des choses à faire, excusez-moi, mais quand même auprès des hommes. Parce que s'il y a autant de femmes aujourd'hui qui mettent MeToo sur Internet, c'est peut-être parce que les hommes se sont comportés à la base d'une manière qui n'était pas convenable. Je l'ai dit tout à l'heure, excusez-moi, je l'ai
attendez, dit on va- tout à l'heure Et si c'était que inventé nous avons Le une bonheur de éducation se qui est découvrir problématique. victime. Par Attendez, conséquent, Marc, on ne peut pas attendre des hommes qu'ils soient parfaits dans un moment où on leur a expliqué qu'ils avaient le droit de se comporter comme ça. Si M. Weinstein s'est comporté de cette manière, c'est parce qu'il en avait le droit, c'est parce qu'il s'est donné le droit et que manifestement ça n'a pas posé problème pendant des années. Ce droit-là, il doit être enlevé, on doit en rediscuter, on doit renégocier les rapports entre les hommes et les femmes pour les pacifier. Pour les pacifier. Mais je ne sais pas si M. Bono est tellement d'accord avec ça. D'accord à propos Peut-être du c'est fait qu'on est... inventé. Peut-être que les témoignages sont inventés, c'est ce que vous venez de dire. Je dis, vous ne pouvez pas exclure des vocations de victimes que... Mais le statut Attendez, légal attendez, est attendez, enviable. on va le laisser répondre puisqu'il est interpellé. Il n'y a aucun Marc Bonan. plaisir à cela. Mais il y a une dignité. Et Par même, les temps il que y a nous quelques courons, inventions. la victime est digne. Il y a une dignité à être Oui, victime. c'est le problème Dans ces aussi. temps compassionnels, s'il vous notre plaît. dernière Ces temps ne sont piété, pas c'est la pitié. compassionnels. Mais nos temps Ces sont... temps ne sont pas Mais il n'y a que des compassionnels. valeurs. Allez dire Anne ça aux Reiser, femmes du Anne Congo, Reiser, si Anne les Reiser, temps j'ai sont une question pour vous. En préparant cette émission, vous m'avez dit, moi dans la rue, il m'arrive parfois encore, avez-vous dit, de me faire siffler. Pour moi, c'est un compliment. Ah ben, vu mon âge, un oui, c'est harcèlement. clair. Est-ce qu'on pourra encore, j'ai envie de vous poser la question, Colline de Sonnerclan, est-ce qu'on pourra encore continuer à séduire? Est-ce qu'on peut vous séduire? On a dit les hommes auront peur de prendre des ascenseurs avec les femmes. Les hommes n'ont pas peur de prendre les ascenseurs avec Certains les ont femmes. perdu Et une les femmes société continuent hygiéniste. à avoir peur de prendre les ascenseurs avec les hommes sans que tout le monde s'en... Est-ce qu'on va, Yvette Terola, vers une société hygiéniste? Non, pas du tout. Pas du tout. On a complètement... Dramatiquement, oui. Pas du tout. Une société On indifférenciée... n'y est pas, en tout cas. Alors attendez, pas tous en même temps, Yvette Terola. On est tellement, on Pas est tous en tellement même temps. habitués à ces sortes de prédations qu'on fait tout pour que ça ne nous arrive pas. On fait attention, on se dit, qu'est-ce que j'ai une jupe comme ça? Est-ce que c'est trop serré? Est-ce que quand je dis non, est-ce qu'on pense que je dis oui? Parce qu'on dit encore ça maintenant. Les femmes, vous savez, elles disent non, mais dans le fond, elles pensent oui. Ouais. Oui, ces choses-là. Quoi? Alors, est-ce qu'on une va... société hygiéniste dans laquelle on aurait du bonheur à se rouler dans des lits en plein consentement? Moi, je trouve ça magnifique comme société hygiéniste, vous voyez? Où il n'y a pas de violence, où on est tous d'accord de faire ce qu'on est en train de faire. Alors là, moi, je dis oui, si c'est ça l'hygiénisme, je prends. Le début de notre débat était la liberté de dire oui et la liberté de dire non. Voilà. Et de considérer que Et toute atteinte d'entendre le sexuelle non, est une Marc, et atteinte d'entendre à la le non. liberté. Et Oui, c'est, c'est je ça. crois... C'est pas il faut une atteinte entendre le sexuelle noir. n'est pas une atteinte à la pudeur ou à la candeur, ni à la virginité. C'est à la liberté. Un assaut sexuel est une atteinte à la liberté. À la liberté. Donc il faut à la fois que les hommes, à supposer que nous en soyons capables ou que nous en ayons été incapables, respectent cette liberté, que vous soyez explicites dans vos refus pour que nous cessions de prendre vos refus comme des coquetteries, et puis ce fameux regard. Eh oui, mais nous sommes comme ça. Mais si quand une femme dit oui, elle se fait traiter de salope, excusez-moi le mot, c'est normal qu'elle dise non. Donc il y a tout à repenser à ce niveau-là. Il est évident qu'on a un travail énorme. Parce qu'une femme qui Vous avez comprend... dit vous-même Se fait traiter la de liberté salope. de dire oui et la liberté de dire non. Oui. Il faut travailler à la liberté de dire oui pour permettre aux femmes de dire non et inversement. Parce que Parfaitement. cette liberté-là, Mais elle est parfaitement. fondamentale. Nous sommes Simplement, d'accord sur aujourd'hui, ça. ce n'est pas de la coquetterie de la part des femmes. On est dans un monde qui stigmatise la sexualité féminine. Je ne vous l'apprends pas. Elle l'exalte. J'ai la prétention, Vous êtes un j'ai la objet prétention perpétuel de croire- désir. j'ai la Vous prétention régnez de sur croire nos qu'une sens. femme- Vous régnez sur nos vies. Marc, j'ai la prétention de croire Stigmatiser la... qu'une femme Nous sommes qui à la n'a pas recherche envie, ça de la se sent. sexualité féminine. L'homme Elle le est sait. Alors, notre il nous reste récompense. quelques minutes à ce Elle est notre débat. vocation première. Il nous reste quelques minutes à ce débat et c'est le moment de conclure. Et j'aimerais, en guise de conclusion, donner encore la parole aux deux avocates qui sont autour de cette table, Laurella Bertani et Anne Reiser. Dans le fond, quels conseils vous donneriez à toutes les femmes qui nous regardent pour ne plus être harcelées ou tout simplement pour savoir dire non? Parler, aller voir une avocate, aller voir des centres d'aide aux victimes, et puis ensuite décider ce qu'elles entendent faire par rapport à cette parole. Anne Reiser, la même question à Faire vous. du karaté et arrêter de se laisser en ndé. Donc c'est leur D'accord. responsabilité à elles. Il est un Non, combat c'est aux pas femmes ça. de se défendre contre les hommes et pas aux hommes de changer de comportement. Alors, Anne C'est Reiser, pas ce que je concluez. dis. Ce que je dis, c'est que il faut absolument être fort dans l'existence, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Et vous me demandez quel est le conseil que je vais donner à une femme pour éviter de se faire harceler, être fort au départ, parce que au moins si ça lui arrive, elle saura se défendre.
Voilà. Très bien, merci en tout cas à vous tous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous tous d'avoir participé à cette émission. On continuera après le générique, Yvette Terrola. Merci à vous de nous avoir suivis, mais restez encore avec nous, Yvette Terrola. Merci à vous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, nouveau débat d'actualité infrarouge. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.